Le compte à rebours devant mener au scrutin du 23 décembre semble irréversible en République démocratique du Congo. Du côté de l'opposition, les potentiels candidats, comme ceux déjà déclarés, affûtent leurs armes afin de réussir l'alternance au sommet de l'État. Mais bien malin, qui dira aujourd'hui si oui ou non le président Joseph Kabila Kabange, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin depuis 2016, sera candidat. Angle de vue se propose aujourd'hui de faire une immersion dans le contexte sociopolitique RD congolais avec un homme qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État. Avec lui, il sera question de ce scrutin, le premier censé permettre la toute première alternance démocratique à la tête de la RDC. De ses ambitions pour le pays et des raisons qui sous-tendent sa candidature à la polémique en lien avec la machine à voter, sans oublier les autres volets ô combien nombreux de l'actualité sociopolitique et économique en RD Congo, République démocratique du Congo, élection du 23 décembre 2018. Alain Daniel Chekomba, pour quelle offre politique? C'est le thème autour duquel s'articulera l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Je ne serai pas seul sur cette émission, ensemble avec moi pour recevoir l'invité du jour, Kodjovia Metonou. On revient juste après l'intermède. Kodjovia Metonou, bonjour. Je vous laisse le soin d'introduire notre invité. D'accord, ancien président des étudiants de l'Université de Kinshasa entre 1999 et 2000, également exilé politique, détenteur d'une maîtrise de la physique des matériaux. Vous dirigez aujourd'hui, M. Chekomba, une entreprise des télécommunications. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, vous aspirez donc diriger la République démocratique du Congo en annonçant donc votre candidature à la magistrature suprême. D'où est partie cette ambition? Je vous remercie de me recevoir. D'où est partie cette ambition? En fait, je commencerai par une expression qui dit « Ceux qui sont heureux ne changent pas le monde, ce sont ceux qui sont des rêves impossibles qui changent le monde. » Donc, l'ambition est partie du fait que moi, comme la majorité des Congolais, nous ne sommes pas contents de la situation que traverse notre pays et de la situation sociale de la majorité congolaise. C'est pour ça que j'ai l'ambition de participer à l'amélioration de la situation sociale des Congolais ordinaires, dont je suis un des membres. Vous voulez donc améliorer, voilà, si vous le permettez, améliorer la situation des Congolais dont vous êtes un des membres. Est-ce que vous avez déjà, par le passé, milité politiquement pour aujourd'hui aspirer, diriger quand même un vaste État comme la République démocratique du Congo? En fait, il faut savoir que c'est le résultat qui justifie en fait les ambitions de chacun. Aujourd'hui, ceux qui ont milité politiquement au Congo, quel est le résultat que nous avons? Est-ce que c'est une bonne expérience politique pour dire qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent prétendre devenir président de la République demain? Alors, je vais encore revenir là-dessus. Faire la politique, c'est servir. Faire la politique, c'est unir, organiser pour atteindre un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est l'amélioration des conditions de vie individuelles de tout un chacun. Est-ce que c'est ce que nous avons en République démocratique du Congo aujourd'hui? Alors, étant donné que ce n'est pas ce que nous avons en République démocratique du Congo aujourd'hui, je pense que mon rêve qui paraît aujourd'hui impossible est le bienvenu. Et je vais encore ajouter quelque chose. Ce sont des gens qui ont pensé aux rêves qui étaient impossibles hier, qui ont changé le monde. Je prendrai par exemple l'exemple du président Mandela. Il avait dit « Je vais éradiquer l'apartheid ». C'était un rêve impensable à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est une réalité. On va prendre
quelqu'un comme Bill Gates qui avait dit « Je mettrai un ordinateur sur la table de chacun ». C'était un rêve impossible. Aujourd'hui, c'est devenu réalisable. Et notre rêve aujourd'hui au Congo, c'est un rêve tout à fait simple. Nous voulons mettre au minimum 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais. Aujourd'hui, c'est un rêve impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est à cette question qu'il faudra répondre pour justifier l'offre politique que nous proposons. Voilà, Alain Daniel Chikomba, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura élection le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo? Il y aura élection le 23 décembre en République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit et j'insiste. Il faut mobiliser les peuples autour d'un idéal commun. Le problème, c'est que en proposant plusieurs choses, on divise les peuples. Les uns disent qu'il y aura élection, les autres disent qu'il n'y aura pas élection, et certains disent qu'il faut une transition sans Kabila, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour déstabiliser la population et les diviser. Alors, étant donné qu'il y a un engagement du gouvernement et du président qui dit qu'il y aura les élections le 23 décembre, nous devons tous travailler dans cette direction. Quitte à ce que, au cas où, on repousse encore une énième fois, puisqu'on sait que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de report en report, 2 accords ont été signés entre griffes, qui ont quand même permis au président Joseph Kabila de rester en poste alors même que constitutionnellement il ne devrait plus être à son poste. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les conditions sont réunies pour que les élections soient claires, inclusives et démocratiques? Revenons-en à ça. En fait, ces accords ont été signés en dehors des prescrits de la Constitution. C'était un arrangement entre une opposition qui s'est dit institutionnelle et un pouvoir qui n'avait plus mandat. De légitimité. Légitimité. Généralement, je n'aime pas m'attarder sur le passé et décrire le présent. Je préfère imaginer et construire l'avenir. Je pense et je reste optimiste qu'il y aura des élections le 23 décembre 2018. Voilà. Il y aura donc élection, vous êtes optimiste et ça se traduit donc à travers donc vos propos ici. L'Église également joue une partition aujourd'hui. Les marches sont régulièrement organisées par l'épiscopat et on demande au président de monter devant donc caméras et micros pour dire officiellement je ne suis plus candidat pour le 23 décembre prochain. Est-ce que cette implication jusqu'à ce niveau-là de l'Église dans la gestion de la crise politique que traverse la RDC depuis 2016 vous semble quand même utile? Je pense que personne ne peut partager son pouvoir sans y être contraint. Et la démarche de l'Église va dans le sens de pouvoir contraindre la classe politique, non pas seulement le président Kabila, toute la classe politique. Parce que la classe politique, avec le président Kabila, a accepté de signer un accord pour prolonger le pouvoir du président Kabila, ce qui n'était pas du tout en accord avec la Constitution. Donc l'Église catholique n'est pas une opposition, mais l'Église catholique est en train comment dirais-je, de reprendre la volonté du peuple congolais. Mais l'Église avait participé aussi à ces négociations, l'accord du Saint-Sylvestre, l'Église a entièrement pris part. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne notez pas là une hypocrisie? Non, ce n'est pas une hypocrisie. Ce n'est vraiment pas une hypocrisie, parce qu'en fait, la situation est progressive. Quelle était la situation en 2016 et quelle est la situation en 2017 et en 2018? La politique est fonction du moment. Alors, la population ne veut plus la prolongation de sa misère et de sa souffrance. Et j'insiste encore sur le fait que je préfère que nous puissions parler du futur du Congo que de nous attarder à décrire le présent actuel qui n'est pas bénéfique pour les Congolais et le passé que nous ne pouvons plus modifier.
Voilà, Alain Daniel Shekomba, la machine à voter de la société sud-coréenne Miru Systems crée la polémique à Kinshasa et environ. Certains estiment que c'est une machine à frauder, une machine à voler. Quel est l'avis de votre mouvement sur cette machine électorale-là qui est censée réduire aussi bien le coût que les contraintes liées à ces élections-là? En fait, je suis de formation scientifique et j'ai moi-même une entreprise d'informatique. Donc, je suis bien outillé pour parler de ce qui est informatique, script, logiciel, ainsi de suite. Je ne sais pas. Tout est dans les intentions des uns et des autres. Logiquement, nous pouvons toujours auditer cette machine à voter. Il est juste question que le président de la CENI permette aux différents candidats de pouvoir venir avec leurs experts et des experts indépendants pour auditer la base de données, pour auditer le fonctionnement de la machine à voter. Alors, tout ce que moi je ne veux pas, c'est pouvoir prolonger la souffrance des Congolais avec des raisons que je peux appeler ici farfelues. On part d'une raison à une autre pour montrer que la meilleure solution, c'est une transition. Encore quelques années de plus de souffrance pour le peuple congolais. Si ce n'est pas la machine à voter, c'est les 16,6% des inscrits dont les empreintes ne sont pas claires. Si ce n'est pas ça, c'est la mauvaise volonté du gouvernement à pouvoir libérer le frais nécessaire pour l'organisation des élections. On passe de procès d'intention en procès d'intention. Vous trouvez ces arguments-là farfelus? Qu'est-ce qu'on propose? Quand on trouve que quelque chose ne va pas, il faut proposer quelque chose d'autre. Oui ou non? Tout à fait. Oui. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que qu'est-ce que l'opposition institutionnelle, qui a toujours géré le pouvoir, qui est au pouvoir, parce que cette opposition institutionnelle a des députés à l'Assemblée nationale, cette opposition institutionnelle a des sénateurs, a des gouverneurs, donc cette opposition partage la responsabilité avec le gouvernement actuel. Et cette opposition institutionnelle a des membres au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, ils partagent la responsabilité de l'échec du processus électoral. Moi, je voudrais bien que quand on trouve le problème, qu'on propose des solutions. Il ne faut pas avoir... L'opposition doit servir son rôle de garde-fou et non son rôle de blocage. En fait, ils font plus le blocage que de garde-fou. On ne peut pas avancer avec les blocages, n'est-ce pas? Alors... Est-ce que la difficulté de l'opposition... S'il vous plaît, je peux continuer? Moi, en tant qu'informaticien et créateur d'une entreprise, j'avais proposé à la commission électorale indépendante une application de vote électronique. Ils n'ont même pas regardé ça. Personne ne m'a jamais consulté, c'est dans les journaux, c'est sur Internet et partout, mais personne ne m'a jamais posé la question pourquoi je proposais. Parce que si la machine électorale pose problème, pourquoi ne pas regarder d'autres possibilités qui peuvent aussi réduire les coûts et, comment dirais-je, crédibiliser les résultats des élections? Vous vous rendez compte? Votre proposition aurait-elle pu être meilleure que ce qui est actuellement? Absolument. Je pense qu'il faut regarder, il faut comparer, il faut donner ça aux experts indépendants pour regarder, voilà, pour auditer. D'une manière ou d'une autre, puisque c'est un vote électronique, parce que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que les Congolais de l'extérieur votent, mais un vote électronique, ça voudra dire que tout le monde peut, même depuis l'extérieur, faire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi un handicap? En fait, vous me ramenez toujours dans le passé, mais bon, je vais quand même répondre à ces passés-là. Il y a plusieurs choses qui sont mauvaises. Mais la question que je pose, est-ce que nous voulons que les Congolais votent ou nous voulons que tous les Congolais votent? Nous voulons qu'il y ait élection ou nous voulons que tous les Congolais votent? Ça, c'est la question que je me pose. Ce qui est important aujourd'hui,
c'est de pouvoir raccourcir la misère de la population congolaise parce que le régime actuel n'est pas capable de lui apporter des solutions à ces problèmes. Quitte à ce que les Congolais de l'extérieur ne votent pas. Je n'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a par exemple la loi électorale qui impose une caution financière de $1000 pour les députés nationaux et de $100 000 pour les présidentielles. Mais c'est une loi totalement immorale. Parce qu'en fait, vous savez bien que les Congolais ordinaires ne peuvent pas avoir accès à ce genre de montants, n'est-ce pas? Mais vous mettez une telle caution pour pouvoir permettre à ceux qui ont toujours causé la misère des Congolais à rester au pouvoir. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de rapidement aller aux élections, parce que nous pensons que nous avons une offre politique qui sera bien accueillie par la majorité des Congolais, et une fois au pouvoir, nous allons modifier ce genre de loi qui exclut la majorité des Congolais à exercer leurs droits démocratiques. Voilà. En attendant donc de revenir à votre offre politique en Afrique, même dans votre pays, vous devez quand même vous identifier à un personnage politique, parce qu'on ne sort pas de néant quand même. Pourquoi voulez-vous que je m'identifie à un personnage politique? Il n'y a pas quelque chose qui soit nouveau aujourd'hui. Vous pouvez toutefois améliorer les choses, mais des propositions ont été déjà faites. Et quand vous regardez dans le landerneau politique, même ne serait-ce que avant les indépendances ou après, juste après les indépendances, forcément, on peut vous retrouver quelque part. Je suis dans la lignée de Nkrumah, de Lumumba, toutes ces personnes qui pensent qu'il faut penser l'Afrique avec les Africains, pour les Africains. Ils sont tous assassinés. Ça, c'est pas un problème. Et je reviendrai encore sur les propos de l'ancien président Bongo, paix à son âme, qui disait « Je ne suis pas de ceux qui jettent l'anathème à la coloniale, pour reprendre ces mots, pour se déresponsabiliser. » N'est-ce pas? Il y a des choses que nous ne faisons pas, nous, leaders africains, mais chaque fois qu'on nous demande de compte, on indique les autres. Qu'est-ce que nous faisons, nous-mêmes, Africains? Comment nous améliorons les conditions de vie de nos citoyens? Si vous vous rendez compte, les dépenses effectuées par les différents gouvernements sont énormes par rapport à ce qu'ils investissent dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens ordinaires, notamment la santé, l'éducation et même les besoins primaires qui est la nourriture. Alain Daniel Shekomba, aujourd'hui, personne ne sait si oui ou non le président Joseph Kabila Kabange sera candidat à un autre mandat ou pas. Est-ce que vous, selon vous, vous avez l'impression qu'il pourra quitter le pouvoir? Je ne fais pas de procès d'intention. Je ne vais pas m'y mettre. Voilà. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle qui, par exemple, a estimé que le président Kabila, tant qu'il n'y a pas un remplaçant, pouvait rester en fonction. Est-ce que cette cour-là ne peut pas aussi déclarer, parce que ce qui est en train de se murmurer, c'est que la majorité présidentielle devrait proposer, pourquoi pas la candidature du président Kabila à un autre mandat, et que la Cour devrait pouvoir la valider? Monsieur, je suis un responsable politique. Je fais mes analyses et je prends mes décisions sur des faits et non sur des murmures. Ce qui se murmure reste encore murmure. Je sais qu'il y aura les élections le 23 décembre et je sais qu'il y aura d'alternance. Kabila comme candidat ou pas comme candidat, la population congolaise est suffisamment mature pour pouvoir choisir celui qui va résoudre leurs problèmes. Donc voilà. Il y a quand même, depuis peu, avant votre candidature, un regroupement qui vous porte. Vous parlez de mission nouvelle. Pourquoi une mission nouvelle? Oui, justement. On parle de la mission nouvelle parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons créer un futur que nous voulons. Nous ne voulons pas nous attarder sur le passé que nous ne voulons pas. Et nous ne voulons pas passer notre temps à décrire un présent qui ne nous est pas non plus bénéfique. Pourquoi nous l'appelons mission nouvelle? Parce que la nouvelle mission, c'est de faire l'épanouissement individuel de chaque Congolais. C'est ce qui n'a pas pu être fait
depuis les indépendances, ou je peux dire depuis la création de l'État indépendant du Congo jusqu'à ce jour. Voilà. C'est pour ça, l'ancienne mission a complètement échoué. Il faut une nouvelle mission qui a comme objectif, qui va agir pour arriver à l'épanouissement individuel. Nous disons bien individuel de chaque Congolais. Mais quand on prend un peu la génération aujourd'hui en vogue dans les différents pays, aussi bien en Afrique, je prends par exemple le président Macron, à qui par exemple je peux vous identifier, vu l'âge, est-ce que vous n'avez pas l'impression avec votre proposition aujourd'hui d'être confronté, si Dieu vous donne la grâce d'être président, à des contestations au lendemain de votre élection? Parce que ce que vous proposez, c'est beaucoup plus s'attaquer au social. Mais c'est quand même du lourd. En fait, il faut simplifier les choses pour pouvoir voir les contraintes, pour que ces choses simples n'arrivent pas. Je dis tout simplement que nous voulons mettre au minimum 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais. C'est possible? Voilà. Voilà. Alors, pourquoi cela ne se fait pas aujourd'hui? Quand on va énumérer les contraintes de pourquoi cela ne se fait pas aujourd'hui, c'est par là que nous allons commencer. Pourquoi cela ne se fait pas aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une distribution non équitable des richesses. Pourquoi cela ne se fait pas aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de paix sociale. Pourquoi alors, en fonction des contraintes sur notre chemin, nous allons les éliminer une à une pour pouvoir finalement réaliser notre rêve? Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est facile de jouer quand on est à la touche. Les ressources, il faut pouvoir les mobiliser. La RDC, ce n'est pas un petit État. C'est quand même des millions de bouches à nourrir. C'est également une jeunesse en quête d'emploi. Est-ce que vous pensez que vous serez vraiment à la hauteur de vos ambitions? Soyez sérieux avec vos électeurs éventuellement. Je suis très sérieux. Si je me suis présenté, c'est parce que je ne vois pas en face quelqu'un qui est plus sérieux que moi. Voilà. Je peux vous dire que je fais partie de ceux qui peuvent être qualifiés comme les rêves congolais. Je viens d'une famille de Congolais ordinaires. Une alternative crédible. Je viens d'une famille de Congolais ordinaires. Des Congolais qui ont souffert des méfaits de la gestion politique. Qui ont souffert, qui sont allés à l'école à pied, qui ont souffert de fermeture d'université, qui ont peut-être mangé une fois par jour, et ce Congolais a réussi à terminer ses études en République démocratique du Congo et à réussir sa carrière même à l'extérieur. J'étais directeur technique de plusieurs entreprises de télécommunications, c'est-à-dire je sais comment produire un service. J'étais directeur commercial et marketing de plusieurs entreprises de communication. Ça veut dire que je sais faire la promotion et la vente des produits. Et je suis directeur général, ça veut dire que je sais être responsable de la profitabilité, n'est-ce pas, de l'entreprise et de son développement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent aujourd'hui aux élections en République démocratique du Congo qui ont suivi votre parcours. Mon parcours. Voilà. Nous allons parler des difficultés, si vous le permettez, Alain Daniel Chikomba, des difficultés en RD Congo. Est-ce que, selon vous, on ne devrait pas voir des implications extérieures aux difficultés rencontrées par les RD Congolais aujourd'hui? Vous savez, chacun est responsable de ses actes. Je ne pense pas que ce sont les étrangers qui viennent imposer à nos dirigeants de signer les contrats qu'ils signent. Ils les signent en âme et conscience. Sous contrainte? S'il y a des contraintes, pourquoi ne pas les dire? Il y a déjà eu des chefs d'État assassinés en RD Congo. Mais il n'y a pas de problème. En fait, pourquoi faire quelque chose si vous n'êtes pas capable de modifier la situation? Alors, ce que vous ne vous engagez pas pour le bonheur de votre peuple, mais vous vous engagez pour votre propre bonheur. Et ça, c'est pas la politique. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir concilier les choses. J'ai toujours pensé
que le plus grand problème, ce sont les appétits individuels des politiciens africains. Quand vous arrivez dans certaines maisons, vous trouvez 15 voitures Mercedes. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui leur demandent d'acheter 15 voitures Mercedes? Quand vous voyez un politicien africain qui se vante, moi j'ai des villas à Marbella, en Espagne. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui leur demandent d'acheter ces villas en Espagne? Cet argent ne peut pas servir à investir dans l'amélioration des conditions des citoyens ordinaires. Je reviens encore sur les propos du fait président Bongo, paix à son âme. Je ne suis pas de ceux qui jettent l'anathème à la coloniale pour s'exonérer de ses responsabilités. Nous ne devons pas nous exonérer de nos responsabilités tout simplement parce que nous voulons jeter l'anathème sur la coloniale. Et il faut savoir que ceux qui sont élus en Europe, ils ne sont pas élus pour modifier le destin des Africains. Ils sont élus pour améliorer les conditions de vie des citoyens de leur pays. Pourquoi nous devons toujours penser à eux chaque fois que quelque chose va mal? Quelles sont les initiatives que nos chefs d'État ont entrepris, n'est-ce pas, et qu'ils ont partagées avec leur peuple et que leur peuple n'avait pas compris? Pourquoi cacher s'il y a des problèmes? Parce que c'est notre pays, c'est notre destin commun. Qui est déjà venu nous dire qu'on me demande de signer un contrat de 1 milliard et on donne à mon pays seulement 1 million et le reste, ça va à l'étranger? Personne. À l'intérieur de ces combats, je parlais tout à l'heure de chefs d'État assassinés. On a vu des dirigeants qui ont choisi de dire la vérité à leur peuple, qui ont laissé leur vie, notamment Thomas Sankara. Donc, est-ce que cet idéal-là que vous prônez au péril de la vie du dirigeant, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire de la réelle politique? Mais où nous a mené la réelle politique? Où nous a mené la réelle politique? Quand vous suivez le discours du président Mandela, quand il était conduit en prison, il a dit l'idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Quel est l'idéal pour lequel les gens sont prêts à mourir en Afrique? J'insiste encore sur ces faits. Je ne vais pas jeter l'anathème sur les autres. Chaque fois, et quand vous lisez bien les livres de l'art de la guerre, le plus grand général dit il faut d'abord créer son invincibilité avant de pouvoir déclencher la guerre. Un bon général, c'est celui qui gagne la guerre avant de la commencer, et un mauvais général, c'est celui qui commence la guerre et cherche la victoire. Comment nous nous organisons, nous, Africains, pour pouvoir résoudre ces problèmes? Je ne suis pas du tout sur la lignée de ceux qui pensent que la misère des Africains, ce sont les autres. Nous sommes en interaction avec les autres sont peut-être plus organisés, plus malins que nous et exploitent nos faiblesses. C'est à nous de pouvoir corriger nos faiblesses et entrer en interaction avec les autres. Voilà. Vous décriviez tout à l'heure comme un responsable privé, un entrepreneur. Alors, dans l'enderno politique congolais, c'est pas quand même de la valeur qui manque. Vous avez le fils de Tshisekedi qui est là, Félix Tshisekedi qui est candidat. Vous avez également un opérateur économique comme vous, Moïse Katumbi Chapoué, qui même de l'extérieur va déposer bientôt, il l'a dit entre juillet et août, sa candidature. De quelle chance disposez-vous pour battre ceux-là si éventuellement il y a un dauphin du président Kabila aussi? Vous savez, je ne vais pas parler des autres. Je dis tout à l'heure... Mais vous ne pouvez pas les ignorer non plus? Non, si je ne les ignore pas. Je dis tout à l'heure que l'opposition institutionnelle est tout autant responsable que le pouvoir. Parce qu'en fait, l'UDPS a des députés au Parlement et des sénateurs. L'UDPS a un membre et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 premiers ministres qui se sont succédés après les dialogues. Tous ces 2 premiers ministres viennent de l'UDPS. Bon, ils ont été exclus de l'UDPS. Non, mais ce n'est pas... Non. En fait, s'ils avaient la culture politique et s'ils étaient bien préparés
à diriger le Congo, on allait voir la qualité de leur gestion. Parce qu'en fait, c'est le produit de l'IDPS. N'est-ce pas? Aller dans les combats, non, parce qu'en fait, la stratégie politique qui prévoit à Kinshasa et qui permet d'aller chercher un ou deux éléments dans les partis d'opposition et les retourner contre le parti d'origine. Non, calmer, voilà. Non, ce n'est pas ça. En fait, quand les actions sont fonction de ces inspirations, de ce qu'on pense, n'est-ce pas? Alors, si l'IDPS avait formé des bons gestionnaires de l'État, même si ils sont allés à la rescousse du président Kabila, on allait voir la qualité de leur gestion. Mais la qualité de leur gestion est désastreuse. Et je ne pense pas que si les deux poids lourds de l'IDPS qui ont été successivement premiers ministres n'ont pas été capables de résoudre le problème du Congolais ordinaire, un troisième qui est le produit de l'IDPS va être capable. Sans blague. Un Premier ministre n'est-il pas forcément un tributaire de l'injonction qu'il reçoit de son chef? Alors pourquoi la question, il est juste question de civisme. Et nous ne voyons pas ce civisme des anciens transfuges de l'IDPS. Et nous ne pensons pas qu'il y ait ce civisme. Parce que le fait de quitter son idéal pour aller servir le pays d'une façon désastreuse, et deux, même pas une seule personne, ça veut dire la culture qui règne dans ces partis. Je ne suis pas venu ici pour parler des... Tout à fait. Mais en fait, je vous donne mon point de vue. Donc, je ne pense pas que le membre de l'IDPS, quel que soit leur niveau, soit capable de pouvoir régler les problèmes du Congo, parce que nous les avons déjà vus à l'œuvre. Une possible association donc avec eux, c'est impossible? Je m'associe avec les 98% des Congolais qui se partagent les 2% des revenus nationaux. Je ne m'associe pas avec les politiciens qui sont en grande partie responsables de la défaillance de ces pays-là. M. Koumba, vous ne vivez pas véritablement à plein temps de façon discontinue en République démocratique du Congo. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un handicap pour votre course? Mais moi, je suis né au Congo. Grandi au Congo, étudié au Congo, travaillé au Congo. Je quittais la République démocratique du Congo en 2010. Et je continue à y aller. Dis-moi, qui des gens que vous avez cités a plus longtemps vécu au Congo que moi? Faites vos investigations. Je pense que je suis plus au fait des problèmes congolais ordinaires, parce que j'en suis un, que toutes les personnes que vous venez de me citer qui veulent se présenter aux élections présidentielles. Voilà, nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour parler des fortunes diverses des autres candidats. Un procès actuel de l'opposant en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre prochain. Quelle est votre lecture des différentes difficultés qu'il a depuis qu'il est visiblement en quête du Graal suprême, c'est-à-dire diriger la République démocratique du Congo? Je vais vous répondre par une petite histoire. Quand j'étais leader des étudiants, on m'avait arrêté. Et on avait... À la fin des années 90? Oui, oui. Et on avait dormi dans une prison. Le matin, il y a un policier, excusez-moi de vous raconter cette petite histoire, qui est venu nous réveiller le matin pour chanter, prier et tout. Et puis il demande à un de mes amis de lire un verset de la Bible qui disait « Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez jamais fidèle dans les grandes choses. » Et il s'est dit « Arrêtez là. Vous tous, vous dites que vous êtes des innocents. Mais si vous êtes arrivés ici, c'est parce que vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses. » Je vais répondre, je vais m'arrêter par là. Donc c'est ça votre réponse, oui, par rapport à la situation que traverse Katumbi? Oui. Bon, il y a eu une autre... Lui-même, il connaît. Je ne vais pas le juger, je ne suis pas juge. Mais quand on arrive quelque part, c'est qu'il y a forcément des raisons qui nous amènent quelque part. Nous sommes arrivés là-bas, arrêtés,
condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Et le policier nous dit, tout le monde que nous recevons ici est innocent. Tout le monde. Présumé. Tout le monde. Il dit, tout le monde que nous recevons ici est innocent. Il n'a pas dit présumé. Mais si vous êtes arrivé ici, vous-même, vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas été fidèle dans certaines petites choses. Voilà, donc, ça sera ma réponse. Et la polémique en lien, par exemple, avec la double nationalité qui est souvent sortie des tiroirs pour tel autre opposant ou pour tel autre. On avait entendu parler d'Olivier Karitatu qui ne serait pas uniquement congolais. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui aurait plusieurs nationalités et qui ne serait pas congolais. Alors que l'homme a eu un mandat électif au Congo. Bon, tout ça, c'est pour vous montrer qu'on a besoin de changer la situation politique, économique et sociale de notre pays. C'est pour vous montrer que notre pays n'est pas bien gouverné. Et il faut de la bonne gouvernance. Avec la bonne gouvernance, nous allons arrêter l'arbitraire. Voilà. Alors, M. Sekoumba, il n'y a que Jean-Pierre Bemba, après 10 années passées donc derrière les barreaux à la Cour pénale internationale, a recouvré sa liberté. Il a la latitude aujourd'hui de se rendre en République démocratique du Congo. Là-bas, déjà, les autorités ont dit, nous avons les bras ouverts pour l'accueillir. L'affaire qu'il a amené donc là-bas n'est pas relative donc à la République démocratique du Congo. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui dans le paysage politique? Pour moi, rien du tout. Vous ne le craignez pas? Pourquoi sur votre chemin comme candidat? Non, pourquoi? C'est 42% en 2006. Oui, mais 42% sur une élection de 2 personnes. Là, ça sera combien de pourcents sur une élection de je ne sais pas combien de candidats? Voilà. Donc, tout est fonction de ce qu'on propose aux Congolais et de la crédibilité de chacun. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle X ou parce qu'on s'appelle Z ou parce que, comment dirais-je, on a beaucoup d'argent ou parce qu'on a hérité de ceci, cela. Tout est fonction de l'offre politique et de la façon de faire consommer cette offre politique aux Congolais. Donc pour moi, la libération de M. Jean-Pierre Bemba ne change rien dans ma vision et dans mes ambitions. Vous avez la chance d'être le directeur général d'une entreprise de téléphonie. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est beaucoup plus les TIC qui sont mises en exergue pour son développement. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer en tant qu'acteur politique et en tant qu'acteur de développement en RDC avec les TIC? En fait, les TIC vont nous servir à dématérialiser le récolte des recettes. Parce qu'en fait, c'est la traçabilité des recettes qui va nous permettre de pouvoir investir dans notre projet de base qui est celui de mettre au minimum 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas une claire traçabilité dans les recettes de l'État. Qu'est-ce que l'État gagne? Comment cet argent est dépensé? Pourquoi? Alors, les nouvelles technologies de l'information permettent, comme vous le savez, de pouvoir payer l'État au travers de machines, et ces machines ne vont pas se mettre l'argent de l'État dans leur poche. Nous avons beaucoup de projets là-dessus, mais nous allons beaucoup plus insister, nous, dans notre projet, sur la production nationale. Comme on dit en latin, primo manducare, secundo philosophare. Ça se traduit par ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, si nous n'arrivons déjà pas à nourrir les Congolais, à les soigner, à les éduquer, nous ne pouvons pas penser mettre un homme sur la ligne et le ramener vivant. Commençons étape par étape. Avant de savoir voler, il faut déjà savoir marcher. Avoir les ailes, ce n'est pas suffisant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de traçabilité des recettes du pays. Il y a une récente entreprise, une récente ONG a publié un rapport qui dit que 90%
des forêts en RD Congo sont pratiquement exploitées de façon frauduleuse. Est-ce que aujourd'hui c'est la responsabilité de l'État congolais ou bien non, c'est plutôt des personnes privées et disséminées un peu partout dans le pays et qui sont devenues, du fait des difficultés du pays, receleurs ou vendeurs de ci ou de ça? Est-ce que vous ne pensez pas que la taille du pays rend le travail extrêmement pénible ou difficile? Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement de gérer les pactes sociaux au profit de tous. C'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir mettre en place des lois qui doivent être respectées par tous. Si déjà vous me dites que le pouvoir en place à Kinshasa est incapable de gérer le pacte social au profit de tous, c'est regrettable et ce n'est pas bien. Alors, je crois que personne ne peut s'élever aujourd'hui, introduire des machines dans un pays, couper les arbres sans l'autorisation du gouvernement. Parce que chaque fois que quelque chose arrive à la douane, on doit justifier pourquoi cette machine arrive en République démocratique du Congo. Donc, j'insiste encore sur le fait que nous sommes concentrés à construire le futur que nous voulons et non à décrire le passé que nous ne voulons pas. Il y a deux préoccupations, mais la première, comment appréciez-vous l'attitude des autorités congolaises quand il s'agit d'aller à Bruxelles mobiliser des fonds pour assister le désastre créé par la guerre civile dans le Kasaï? Mais personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, accepter qu'il y a un désastre humanitaire dans le Kasaï pour les autorités congolaises, c'est accepter qu'ils ont failli à leur mission de protection des citoyens. Quoique, c'est une réalité, mais c'est juste question de ne pas avaliser le point de vue des organismes internationaux humanitaires. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit quelque chose lié à la réalité, mais c'est quelque chose qui est lié à la protection de son image et de sa politique. Et je ne peux pas répondre à ça n'étant pas membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, la famine est en train de guetter des millions de Congolais. Et qu'est-ce que vous proposeriez? Parce que décembre, c'est encore loin. Et si on ne pallie pas à ce genre de fête rapidement, on prend le risque que des vies puissent être encore fauchées d'ici l'élection présidentielle, avant peut-être que ce ne soit vous qui remplacez le président Joseph Kabila Kabange. En fait, je suis en train de dire... Pourquoi j'insiste pour qu'il y ait les élections le 23 décembre et que les gens ne puissent pas disperser leurs énergies? C'est pour raccourcir justement la misère de la population congolaise. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en place qui est responsable du bien-être des Congolais. Même si vous avez des actions humanitaires, mais il faut déjà être en accord et être autorisé par ce gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui qui n'est pas en accord avec le gouvernement et qui peut être fait? Donc, il faut que les gens se mobilisent pour que d'ici 6 mois, nous puissions avoir les élections et qu'une fois élus, nous allons dérouler le plan que nous avons pour rapidement mettre fin à ce genre de choses. Alain Daniel Chikomba, rapidement un mot de fin. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Et je crois sincèrement que les Congolais doivent s'unir pour modifier leur destin. Parce que le présent actuel, nous ne le voulons pas. Et si nous ne voulons pas le présent actuel et que nous ne sommes pas fiers de notre passé, nous devons construire un futur qui nous sera bénéfique. C'est pour ça que je me présente aux élections présidentielles comme indépendant. Parce que je pense que les partis politiques qui sont en fait des groupes d'intérêts privés ont pris en otage toute la population congolaise pour se remplir les poches. Mais personne ne propose une solution pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais ordinaires. Voici mon mot de la fin.
Voilà, merci beaucoup. Vous êtes Alain Daniel Shekomba. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle des Congo, candidat aux élections du 23 décembre 2018. Quand vous avec nous. Merci donc à vous, journaliste. Merci beaucoup d'avoir co-animé cette émission avec moi. République démocratique du Congo, élection du 23 décembre 2018. Alain Daniel Shekomba, pour quelle offre politique? Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.